L'interview de la semaine. Bonjour Cyril Bravard, Bonjour Éric Dupin. vous êtes PDG de Smart France. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est Smart France, même si on connaît bien l'entreprise, un peu sa structure, le nombre de salariés, les implantations? Oui, alors Smart France, c'est une Smart Automobile France d'ailleurs, pour être complet, c'est une SAS qui a été créée en 2021, puisque je pense qu'on va y revenir, mais Smart a pris sa liberté par rapport à la structure Mercedes-Benz France récemment, d'un point de vue entité légale. Et donc, elle compte aujourd'hui 14 collaborateurs, et nous sommes situés à Montigny-le-Bretonneux. D'accord. Et vous avez combien de revendeurs? Comment ça fonctionne, le réseau Smart? Alors, on a 47 à date, 47 agents réparateurs. Donc ça, c'est on va dire le réseau de distribution et de réparation, donc qui permet un maillage complet du territoire français. Et c'est aussi important de préciser que au-delà de ces points de vente et de réparation, nous avons une plateforme de vente, puisque Smart permet un achat, un parcours totalement digital pour les clients qui le souhaitent. Donc c'est D'accord. l'avantage. D'ailleurs, le client peut choisir d'aller soit en concession, soit de tout faire depuis chez lui sur son ordinateur, soit de faire un mix des deux d'ailleurs. Il peut commencer son parcours d'achat en concession, le finir chez lui, ou il peut commencer chez lui, le finir en concession. C'est extrêmement souple. Et ce sont des points de vente qui sont avec une entité exclusivement Smart ou vous dépendez encore du réseau Mercedes? Nous, on s'est appuyé sur le réseau Mercedes Smart déjà existant. Donc ce D'accord. sont tous aujourd'hui des concessionnaires qui sont aussi concessionnaires Mercedes. Alors justement, donc il y a eu un peu des changements. Aujourd'hui, c'est une société à part entière et non plus une entité de Mercedes. C'est ça, hein, c'est Ouais, une SAS ou enfin c'est une société qui a sa propre structure juridique. exactement. Oui, c'est une entité légale qui est Ouais, séparée de Mercedes France maintenant. Oui. d'accord. Et donc vous avez dans le capital de Smart Mercedes-Benz encore et puis ce groupe chinois Geely. Exactement. Oui, oui, c'est une joint venture, donc une coopération entre à 50% Mercedes-Benz et 50% Geely, effectivement, où les rôles sont extrêmement bien définis, puisque Smart est une marque européenne, donc elle est conçue en Europe. C'est Mercedes-Benz qui la design, donc les voitures prennent naissance dans les studios de design de Mercedes-Benz, que ce soit d'ailleurs des studios situés en Allemagne ou dans le sud de la France, D'accord. par exemple, puisqu'on l'oublie, mais Mercedes a des designers dans le sud de la France. Et donc, elle prend naissance, on va dire, sur les tables de dessin de Mercedes, puis après, elle est fabriquée par Geely en Chine. D'accord. Donc le design et la c'est uniquement le design. Intérieur-extérieur, D'accord. ouais, ouais, et D'ac- interface utilisateur. D'accord. Très bien. Et donc en fait, Mercedes-Benz a une indépendance totale sur cette partie design et création. Oui, alors à la fin, les décisions sont prises par tous les actionnaires, Ouais, bien sûr que tous les actionnaires ont leur mot à dire sur bien le, sûr. sur le design, mais en tous les cas, le design est proposé et conçu dans les studios de Mercedes. Alors vous êtes vous-même directeur général de Smart France depuis avril 2021, si je ne me trompe pas, donc ça va bientôt faire 3 ans. Vous avez eu des chantiers prioritaires, j'imagine. Quel bilan vous en tirez 2 ans et demi plus tard? Un chantier prioritaire, il est extrêmement simple. C'était Ouais, de commencer par créer l'entité légale. Donc mon premier acte, ça a été de créer cette SAS. Et puis de constituer l'équipe. J'ai commencé ouais. donc tout seul, donc il a fallu que je m'entoure. Je ne pouvais pas faire tout seul, tout seul. Donc je me suis entouré de collaborateurs. Et après, ben, il avait fallu commencer par nommer le réseau, définir les process de vente, homologuer la voiture. Enfin, c'est vraiment comme on partait d'une feuille blanche. C'est comme si on lançait une nouvelle marque. Donc la marque évidemment existait, Smart existait déjà, mais c'est comme si on repartait de zéro totalement, du début à la fin sur les process de vente, d'homologation, d'immatriculation et ainsi de suite. Donc il a fallu tout créer. 2 ans de mode projet, on va dire, pour préparer l'arrivée des voitures. Vous partez vraiment de zéro, un peu en mode start-up, c'est-à-dire que c'est comme si vous créez votre propre petite entre guillemets entreprise et il faut partir de zéro. Alors y compris l'homologation des voitures.
Ça doit être un process un peu compliqué, ça, non? Alors l'homologation, elle est européenne, mais il y a Ouais. une certification française de l'homologation européenne qui, bah, quand on n'y est pas habitué, oui, c'est pas simple. Alors maintenant, ça va mieux forcément, une fois qu'on l'a fait une fois. Mais oui, c'est du travail administratif, donc oui, qui nécessite aussi un savoir-faire. Donc, il faut être bien entouré aussi pour mener toutes ces tâches à bien et de pas avoir de surprise lorsque on reçoit les premières voitures et qu'on veut les immatriculer. Donc ça, faisait partie de mes attributions. Donc voilà, 2 ans avec toute l'équipe de mode projet pour préparer l'arrivée des voitures, globalement, qui s'est fait en juin-juillet 2023. Donc 2 ans après mon arrivée au poste, effectivement. Alors, aujourd'hui, j'ai vu que donc Smart est devenue une marque 100% électrique. C'est ça, il n'y a plus que des voitures électriques chez Smart. Ça l'était déjà avant mon arrivée. En réalité, Smart est une marque 100% électrique depuis 2019. Ouais, Donc, on continue bien sûr dans cette ouais. trajectoire, hein. Mais ouais, depuis 2019, donc près de 4 ans que Smart a décidé de ne faire que des voitures 100% électriques. Donc entre 2019 et l'arrivée de la Hashtag One et de la Hashtag 3, il y avait donc la Fortwo électrique. C'était le seul modèle de la marque pendant cette période-là et qui était donc électrique. Oui, il y a eu la Forfort également, Ouais. mais effectivement, aujourd'hui, en dehors de ce qu'on appelle nous les Smart nouvelle génération, donc celles qui sont issues de la coopération entre Smart et Geely, aujourd'hui demeure la Smart Fortwo électrique, 100% électrique. Hmm. Je me souviens d'ailleurs très bien du lancement de la Smart Fortwo électrique. Alors il y avait eu, je crois, un premier modèle il y a très longtemps, mais le lancement de la génération actuelle, c'était fin 2016. Elle est arrivée sur les routes européennes en 2017, je crois. Euh, ok, donc aujourd'hui, vous tirez quel bilan de l'année 2023, par exemple, en termes de vente et de part de marché? Alors c'est tôt, hein, pour parler pour tirer un bilan puisqu'on a Ouais, 6 mois de commercialisation globalement. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le très bon accueil qui a été fait à la voiture, à la Smart Hashtag One. Très bon accueil de la part des professionnels de l'automobile, que ce soit réseau ou même vos collègues journalistes, de la part des clients également. Je crois qu'on nous attendait pas forcément. Euh, à la fois, bien sûr, en termes de cette gamme de véhicules, mais aussi en termes de qualité de performance. On ne nous attendait pas là. Donc oui, il y a eu de la surprise et au final des réactions très positives. Donc c'est une satisfaction réellement sur ce lancement. à propos des clients, vous avez des clients types Smart, c'est un type de client bien défini. Est-ce qu'il vous suit dans ces nouvelles gammes? Alors très clairement, même si c'est tôt encore pour avoir une tendance générale sur 6 mois, mais la majeure partie de nos clients sont des nouveaux clients, Hmm. pas forcément des clients qui étaient smart. Pour une raison, pour moi qui est simple, hein, c'est que, un client qui, veut un véhicule de place, donc qui était client Fortwo, hem, vous n'allez pas lui faire acheter un véhicule 5 places s'il veut une micro citadine. Donc c'est pas parce qu'elle s'appelle, Smart qu'on va basculer un client Fortwo sur, un SUV 5 places. Le client qui voulait une micro citadine pour rouler, en ville parce qu'il aime, ce côté, très extrêmement compact, bah, il restera en micro citadine et il pourra renouveler sur une nouvelle fourre-tout s'il le souhaite. Donc, bien évidemment que nos clients, on va aussi les chercher à l'extérieur de la marque, même si certains clients Smart historiques qui avaient pu, pour certains, être déçus de devoir quitter la marque parce que bah, la famille s'était agrandie et Ouais. qui ne pouvaient plus utiliser au quotidien leur fourre-tout pour déposer les enfants à l'école ou aller travailler. Ces clients-là, qui voulaient rester avec Smart, sont extrêmement contents de voir arriver des véhicules qui peuvent enfin répondre à leur usage. Donc ils ont pu rester dans la marque grâce à ça. Mais l'essentiel de nos clients sur ces 6 premiers mois sont des clients qui sont issus d'autres marques. D'accord. Donc vous avez d'une part les clients qui sont attachés à la marque et qui Oui, vont peut-être vous suivre sur exactement. d'autres catégories, d'autres segments, et puis il y a des clients qui sont attachés à la taille de la voiture. Exactement. Et ok, Et d'accord. ceux-là, vous n'allez pas leur faire acheter
un véhicule de 4,40 m quand c'est la Fortwo qui les intéressait. Donc ils pourront rester clients de la marque, hein, puisque la Fortwo existe toujours, hein. Attention, la Smart Hashtag One et Smart Hashtag 3, ces voitures-là complètent la photo de famille, mais ne remplacent pas la Smart Fortwo, bien évidemment. Quels sont les tarifs de la hashtag One et de la hashtag 3 justement aujourd'hui? Alors, Ou à les partir de tarifs, combien? ils commencent à 36 000 euros Mmh. pour la Smart Hashtag One et 37 000 euros pour la Smart Hashtag 3. Et donc c'est un positionnement, alors c'est bon, ça reste raisonnable pour des voitures qui sont quand même assez cossues, bien équipées. C'est des voitures d'ailleurs qui sont très technologiques, hein. Je crois que vous êtes assez en pointe sur ce domaine en termes d'infodivertissement, d'aide à la conduite, etc. Oui, on essaye. En fait, si vous voulez, même si nos véhicules, ils ont grandi, Ouais. malgré tout, ce qui est important pour nous, c'est de garder l'ADN de Smart. Donc cet ADN, c'est d'être un peu moins conventionnel, on va dire, que les autres marques. Donc ça passe par pas mal de choses, ça passe par un design. Nos véhicules, ils passent pas inaperçus. Et je parle pas que de l'extérieur, je parle aussi de l'intérieur. Si vous regardez l'intérieur d'une Smart Hashtag One, une Smart Hashtag 3, on est très loin de ce qu'on voyait dernièrement en véhicule électrique, qui sont des voitures extrêmement dépouillées, des tableaux de Mmh. bord très dépouillés. Nous, on a pris le contre-pied de ça. Donc c'est tout à fait assumé, hein. On essaie dans l'ADN de Smart de faire des choses un peu différentes. Et la connectivité, comme vous le disiez, Eric, est important pour nous. Donc on axe aussi beaucoup là-dessus. Ce qui guide nos ingénieurs, c'est d'arriver à proposer un écosystème dans lequel il n'y a pas de rupture entre le conducteur, son smartphone et sa voiture. Mmh. Donc c'est vraiment ce qui nous guide. Et en plus de cela, ajouter une touche un peu voilà, non conventionnelle, notamment l'infotainment qui a un traité un peu particulier par rapport à d'autres marques où il y a un traitement gaming, si vous voulez, Ouais. de l'infotainment. Voilà, donc ça c'est des petites touches smart, un avatar Voilà, il qui y a est un avatar, un voilà, petit personnage, hein, qui, exactement un petit personnage qui est un renard pour la Smart Hashtag One, ouais. donc le côté malin du renard, et un guépard pour la Smart Hashtag 3, donc guépard un peu plus dynamique, on va dire, sportif que son collègue le renard. C'est pas agaçant au bout d'un moment ça? Est-ce qu'on peut le désactiver, ce petit avatar? Alors, vous pouvez pas le désactiver, après, il prend pas beaucoup de place, Mmh. j'ai envie de dire, à l'intérieur de votre expérience client. Vous pouvez pas le désactiver, il est là, après libre à vous de le solliciter ou pas, mais il y a peut-être, j'ai pas de retour comme quoi c'était un irritant, puisque ça, après, il y a des gens qui adhèrent ou qui n'adhèrent pas. La majeure partie de nos clients, bien sûr, adhèrent, sans quoi peut-être ils seraient pas devenus clients, mais voilà, il y a pas de, c'est pas un irritant particulier. Voilà. C'est le côté un peu décalé de Smart en fait, hein, donc. Ouais, ouais, complètement. Il y a beaucoup de aujourd'hui sur le marché de la voiture électrique, il y a essentiellement des SUV compacts. Donc vous avez vous un petit peu emboîté ce pas avec la hashtag One et la hashtag 3, même si de point de vue ligne, elle se distingue un petit peu. Alors justement, vous avez aussi bon, je ne sais pas si on peut appeler ça des concurrents, mais à l'intérieur même de votre groupe, Gilly, comment vous faites pour vous distinguer de toute cette offre aujourd'hui? Alors, comme je le disais, nous on cherche à faire des choses un peu différentes des autres. C'est vraiment ce qui nous caractérise, je pense. Et lorsque vous regardez nos voitures, que vous aimiez ou pas, elles ne laissent pas indifférente. Et une fois de plus, je suis sur le design, mais l'intérieur également, la manière d'interagir avec la voiture. Donc je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Et aussi parce qu'il n'y a pas que l'objet en tant que tel, la voiture, mais il y a aussi l'expérience client qu'il y a autour et le mode de distribution. Nous sommes les seuls, en tous les cas on était les premiers, à proposer un parcours client qui soit totalement, je le disais au départ de notre entretien, totalement possible en ligne ou Ouais. totalement possible physiquement dans le réseau, ou voire même de faire un peu des deux, de panacher à la fois des rendez-vous chez les concessionnaires, par exemple, pour faire l'essai de la voiture, et de pouvoir finaliser l'achat à la maison. Donc c'est tout ça, c'est tous ces touches très particulières à Smart qui font la différence par rapport aux autres.
Alors, il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée là pour les constructeurs, alors soit chinois, soit de capitaux chinois, soit qui font fabriquer leurs voitures en dehors de l'Union européenne. C'est donc la disparition, enfin le nouveau mode de calcul du bonus écologique qui vous a exclu de facto. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre stratégie pour contrer cette offensive européenne, Alors, enfin française en l'occurrence? ouais, je commande pas la mesure sur le fond, Ouais. pour la simple et bonne raison que, on est une marque européenne, je suis citoyen européen, citoyen Mmh. français et je comprends tout à fait que ce soit vertueux de vouloir, inciter à relocaliser la production en Europe. Hem, L'irritant pour moi était plutôt sur la forme, c'est-à-dire Ouais. la brutalité du timing, la brutalité de la mise en place. C'est-à-dire que, été 2023, on reçoit un premier jet de ce décret et il est mis en place le 15 décembre de la même année, quelques mois après. Le, le temps législatif, c'est clairement pas le temps industriel. Vous pouvez pas demander à un industriel de prendre des mesures, et en l'occurrence relocaliser sa production en Europe, puisque c'est le sujet, hein, c'était de Ouais. punir, entre guillemets, ou de bannir, on va dire ça comme ça, euh, les marques qui fabriquaient en Chine, et dont on est une Mmh. marque européenne certes, mais qui fabriquait en Chine. Donc on s'est retrouvé emmené. Vous pouvez pas leur dire de se retourner en 6 mois, ce n'est pas possible. Donc moi j'aurais imaginé quelque chose, j'aurais aimé quelque chose de dégressif par exemple, qui laissait le temps Ouais. aux constructeurs comme nous qui fabriquions en Chine de se retourner, éventuellement d'étudier une relocalisation de la production. Ça n'a Mmh. pas, ça a pas été fait, donc c'est ça que je regrette, d'autant plus que Smart, même si nous fabriquons avec Geely en Chine, l'usine de Smart euh, est une des premières usines en Chine à avoir été certifiée par une certification internationale, usine zéro carbone. Ouais. Donc émission neutre en carbone, grâce notamment à des panneaux photovoltaïques qui recouvrent totalement l'usine et qui permettent de créer notre propre électricité. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui, euh, qui m'ont effectivement déplu. Après, à la fin, ce qui est important, c'est ce que le client va devoir payer pour sa voiture. Et donc, heureusement, et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, bien que nos voitures soient premium, extrêmement bien équipées, avec des performances électriques qui sont bonnes, heureusement, nous avions bien travaillé notre prix. Lors de l'introduction sur le marché et avec un jeu de remise puisqu'en ce moment on fête nos 25 ans puisque la marque en 2023, fin 2023, fêtait ses 25 ans. Du coup, bon, on a des remises là de 2000 euros sur la Smart Hashtag 3 et de 3000 euros sur la Smart Hashtag One qui en plus voilà, nous permettent de vraiment rester très compétitifs. Et voilà, c'était pas une annonce particulièrement réjouissante, très clairement, en fin 2023. Alors, vous venez de parler de prix, c'est la question que j'allais vous poser, puisque depuis le début de l'année, on assiste à une véritable guerre des prix entre les constructeurs sur le segment de l'électrique. Pratiquement tous les constructeurs, tous les groupes ont commencé à baisser leurs prix justement en réponse à la disparition de ce bonus. En fait, il y a un effet domino, hein, il y a un effet de cascade, c'est-à-dire que les constructeurs chinois qui étaient concernés par la disparition du bonus ont baissé leurs prix pour compenser, et du coup, bien les constructeurs européens ont tendance un peu à suivre. Hein. C'est le cas chez Renault, c'est le cas chez Volkswagen, c'est le cas chez Stellantis maintenant. Vous avez donc proposé un programme de reprise de remise entre 2 et 3 000 euros. Vous pensez que ça sera suffisant? Comment vous avez vécu cette baisse? Est-ce que vous avez eu un sursaut de commandes à la fin de l'année et puis d'un coup maintenant un très gros ralentissement, ou est-ce que ça ne se sent pas? Non, on a bien sûr, alors même si on était encore en phase de lancement, hein, fin Ouais. 2023, on a bien sûr pris plus de commandes, on va dire, sur la quinzaine, première quinzaine du mois de décembre qu'on en avait pris le mois précédent. Mais c'est pas pour autant à l'arrêt depuis, puisque la chance que nous avons, tout ça, c'est qu'on a lancé depuis le tout début d'année la nouvelle Smart Hashtag 3. Ouais. Donc elle nous
créer une actualité et une dynamique commerciale. Après, comme je le disais concernant les remises, elles viennent compléter ces remises que nous avons en ce moment, un prix. Et nous, vous savez, on est en modèle de vente directe, donc le prix d'affichage, c'est le prix net, hein, le prix qui est vraiment proposé au client. Hmm. Un prix qui était déjà bien travaillé, qui nous permettait, et je le dis d'autant plus simplement que on pouvait le lire dans la conclusion de la majeure partie des articles qui ont été faits ou des reportages qui ont été faits autour de nos véhicules. Pour le niveau d'équipement et pour la performance, on parlera de performance électrique, c'est-à-dire d'autonomie ou aussi de capacité de recharge. Pour ce niveau d'équipement et ses capacités, ses performances électriques, nos véhicules étaient très bien placés d'un point de vue prix. Donc peut-être que les concurrents aujourd'hui, certaines marques, certains concurrents ou certains constructeurs automobiles revoient leur prix, mais finalement ils vont se remettre peut-être à des niveaux plus réalistes auxquels nous étions déjà avant. Et les remises supplémentaires que nous faisons en ce moment pour fêter les 25 ans de Smart nous permettent vraiment d'être très compétitifs. Donc je pense qu'on n'est pas exactement dans la même situation. Justement, côté technique, la hashtag One et la hashtag 3 reposent sur la même plateforme, hein, on est sur la plateforme modulaire SEA, c'est ça? Exactement. Elles ont quelle capacité de batterie et quelle puissance de recharge, respectivement? Alors cette plateforme, effectivement, qui a l'intérêt d'être être modulable, donc on a pu très facilement adapter à la fois sur l'hashtag One et l'hashtag 3, nous permet globalement d'autoriser jusqu'à 455 km d'autonomie. Ouais, Et plus important, et ça je suis sûr que vos auditeurs le savent mieux que quiconque, aussi important que l'autonomie, on va dire ça comme ça, la capacité à recharger vite, ouais, puisqu'elle autorise, donc il y a un chargeur embarqué en courant alternatif de 22 kW. d'accord. Ça, c'est important parce que quand on veut comparer à la concurrence, souvent ces chargeurs sont en option. Mmh. Donc nous, on est en 22 kW en courant alternatif et en courant continu. On autorise un pic à 150 kW, ce qui fait que vous rechargez de 10 à 80% en moins de 30 minutes. Voilà. Et ça, Dieu sait si quand on roule, c'est important de pouvoir récupérer 300 km en 25 ou 30 minutes. Très bien. Cyril, on va passer maintenant aux questions des auditeurs. Alors, je vais vous poser 3-4 questions dans ma voix qui m'ont été transmises, et puis après, on écoutera nos auditeurs qui vous poseront les questions directement. Alors, à quand une Smart 3 Pulse? Voilà, ça c'est la première question qu'on m'a posée. Donc c'est une 4 roues motrices en fait, hein, qui existe aujourd'hui en Smart Hashtag One. Ouais. Pour répondre à votre auditeur, j'ai pas de scoop et de date définitive, mais je pense sincèrement qu'on peut imaginer un véhicule courant de l'année 2024 au moment de milieu d'année, on va dire, mais à confirmer. J'ai pas la date définitive encore. Très bien. Alors la question inévitable, on a parlé de la hashtag One et de la hashtag 3. Entre les deux, il y a normalement la hashtag 2 qui n'existe pas aujourd'hui et qui pourrait être éventuellement, on l'imagine, une remplaçante de la Fortwo. Vous avez des informations ou des plans sur cette future ou hypothétique, ce modèle hypothétique dans la gamme? Alors, c'était une excellente question, on me la pose régulièrement, vous pouvez Oui, j'imagine. l'imaginer. Euh, Effectivement, on travaille, je dis on travaille, donc la décision n'est pas prise, mais on travaille à donner un successeur à la Fortwo. C'est un véhicule auquel Smart doit beaucoup, pour pas dire tout, en tous les cas sa renommée. Ouais. C'est une icône pour nous et on souhaite tous, chez Smart, pouvoir donner un successeur à la Fortwo dans le cadre de la Smart nouvelle génération, donc dans le cadre de cette coopération entre Mercedes et Geely. Et effectivement, si ça se vérifie, elle s'appellera l'hashtag 2. C'est la raison pour Mhm. laquelle on est passé de hashtag 1 à hashtag 3, parce que le numéro 2, c'est un numéro fétiche. On ne peut pas y toucher, deux Ok. comme deux places. Et donc, on a mis ce hashtag 2 de côté. Et j'espère que, effectivement, là, cette décision sera prise prochainement et qu'on sera en mesure de donner un successeur à cette Fortwo.
C'est un peu, alors on en parle beaucoup aujourd'hui des micro-voitures, des petites voitures électriques très sobres qui servent à des déplacements urbains, périurbains, périphériques, mais qui finalement correspondent à 90% des besoins. Et aujourd'hui, vous avez toujours la Fortwo, mais avec ces modèles un peu plus importants en taille, vous vous êtes un peu éloigné de cet ADN. Vous pensez que justement, vous rentrerez à nouveau dans l'histoire avec une hashtag 2 qui correspondrait vraiment à ces besoins. Et finalement, aujourd'hui, on n'a pas énormément de micro-voitures comme ça électriques à part la Fortwo. Non, Je pense aux vous avez K-Car raison. japonaises, par exemple. Il y en a pas beaucoup, mais je vais toucher un sujet qui peut être douloureux. Et la raison pour laquelle il y en a pas, c'est que une marque ne peut pas survivre, subsister en adressant qu'un seul marché qui serait un marché de niche. Donc oui, nous gardons, Hmm. euh, nous restons sur ce marché de la microstadine. La Fortwo est toujours commercialisée actuellement. Oui, j'espère que nous aurons un successeur à la Fortwo dans le cadre de la Smart nouvelle génération. Mais oui, je suis très content de compléter la Ouais. photo de famille avec d'autres véhicules qui adressent des segments plus larges pour assurer l'avenir de Smart et sa pérennité. Parce que c'est Hmm. il y en a l'enjeu, parce que faire survivre une marque en Europe ou bon, même dans le monde entier en adressant qu'un seul marché extrêmement réduit de micro-cétadines sur un marché de niche, c'est malheureusement pas viable. Donc c'est important qu'on puisse élargir la gamme et avoir une vraie famille. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Je repense à la Fortwo. C'est une petite voiture très très compacte et paradoxalement, j'ai eu l'occasion d'en croiser assez fréquemment aux US. Vous avez un marché pour cette voiture dans un pays qui est réputé pour plutôt rouler avec des très très grosses bagnoles. Vous voulez dire un marché pour la Fortwo ou pour les, Oui, pour la Fortwo et puis pour la Fortwo? Alors, ça a été là aussi extrêmement ciblé sur quelques, on va dire quelques États ou voire quelques ouais, villes. d'accord. Euh, Parce que véhicule très tendance, plus c'est plus ça que l'usage qui intéressait. C'était le côté euh, fashion, très Ouais. tendance de la voiture. Donc grande ville, ouais. Qui d'ailleurs est un des points forts aussi de la marque, hein, ce côté un peu tendance, un peu fashion. Donc mais Hmm, ça a joué son plein dans quelques villes américaines, mais c'est hmm. pas vraiment un besoin du consommateur américain, très clairement. D'accord. Ouais, parce que en fait, je me souviens parce que j'avais la chance d'y être, le lancement de la Smart Fortwo électrique nouvelle génération, donc fin 2016, avait eu lieu à Miami. C'était assez étonnant. C'est un lancement sur le territoire américain pour cette petite voiture, et c'est pour ça. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'en croiser. Mais alors, et c'est vrai, plutôt dans des grandes villes américaines de la côte Oui. ouest ou à New York ou Chicago. Voilà, Los Angeles typiquement, voilà, Hmm, on en hmm. trouvait. Alors j'ai une autre question d'un auditeur qui me demande pourquoi Smart n'utilise. Alors on a parlé d'infotainment tout à l'heure. Pourquoi Smart n'utilise pas Android Automotive? Voilà, c'est une question très ciblée. Oui. Alors, j'espère que je comprends bien la question. Alors, Smart utilise pour son infotainment son propre système d'exploitation. Ouais. En revanche, depuis la dernière mise à jour, donc il y a un peu plus d'un mois, Smart nous autorisons désormais, enfin, ça a permis, cette mise à jour a permis l'utilisation de Android Auto et de Apple Hmm, CarPlay. hmm, Donc ce qu'on appelle le mirroring là ouais. est désormais possible sur nos Smart Hashtag 1 et Hashtag 3 depuis la dernière mise à jour. Hmm, C'est l'avantage d'ailleurs d'avoir des véhicules très connectés et qu'on peut mettre à jour à distance. Ça permet de les faire évoluer, proposer des nouvelles fonctionnalités comme ce mirroring Apple CarPlay et Android Auto. Ça permet aussi de corriger certains bugs, certains manques de fonctionnalités. Voilà. Donc ça, c'est aussi la force de la marque. On en parlait tout à l'heure de ce qui nous caractérise et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Dernière question dans ma voix avant de poser, d'envoyer les questions au format audio. Est-ce qu'on peut espérer une fabrication française ou à minima européenne de Smart? Et si oui, est-ce que vous avez une échéance? Alors, non, il y a pas de, aujourd'hui, j'ai pas d'informations à ce sujet. Par contre, je pense pas me tromper en disant que toutes les options sont sur la table. Voilà. Maintenant, j'ai pas d'infos dans ce sens à ma disposition. Très bien.
Allez, on passe aux questions dans la voix des auditeurs. Je vous envoie une première question. Eric, bonjour, meilleurs vœux pour 2024 ainsi qu'à Cyril Bravard, à qui j'aurais deux petites questions à poser. Alors la première de ces questions, elle concerne tout simplement sa mythique citadine, la Smart Fortwo. J'aimerais tout simplement savoir quand Smart décidera de nous annoncer la remplaçante tout simplement de cette voiture qui a fait la célébrité de sa marque. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose dans les cartons. Alors, l'autre question, elle est peut-être un petit peu plus délicate. Cyril Bravard a récemment répondu aux questions d'un journaliste de Sud Radio à propos de la perte du bonus écologique qu'il doit subir pour les changements de réglementation française. Alors, ce que j'aimerais savoir, si sa maison mère, Daimler, elle conteste cette décision en argumentant par exemple que des voitures et des marques concurrentes, je pense à certaines voitures de groupe Stellantis qui sont fabriquées en Pologne, dans des conditions où on sait malheureusement que la Pologne n'utilise pas une énergie de fabrication très très décarbonée puisque c'est du charbon. Alors est-ce qu'ils entendent contester cette décision par rapport à cette situation? Et dans le cas où c'est impossible pour X raisons de protectionnisme et autres raisons, eh bien pense-t-il tout simplement rapatrier la production de ces voitures en Europe, et ça serait sympa si c'était en France? Est-ce qu'ils entendent le faire? Et puis le corollaire peut-être de cette question, est-ce que son entreprise pense tout simplement pouvoir maintenir très longtemps cette astuce commerciale qui consiste à réduire largement la marge de commercialisation de leur voiture, du montant quasiment équivalent à cette perte de prime écologique? Est-ce qu'ils pensent que cette possibilité pourra longtemps tenir pour des raisons tout simplement commerciales? Alors, oui, la question de votre auditeur dont j'ai omis le prénom, il y a 4 questions dans la question, il est extrêmement bien informé. À commencer donc sur le successeur à la Fortwo, effectivement, on l'a déjà évoqué, on y travaille. La décision n'est pas prise, mais on a mis le numéro #2 de côté. Donc, et si on valide ce nouveau produit, il s'appellera effectivement Smart #2 et remplacera la Fortwo. Concernant le bonus, donc la perte du bonus écologique, on en a parlé. Est-ce qu'on va faire appel puisqu'il y a une procédure qui est possible? Non, on ne fera pas appel. Les règles du jeu, elles ont été clairement dictées et de toute façon, je pense qu'un appel ne changera pas la décision, très clairement. Le but étant d'exclure ceux qui produisent en Chine, les constructeurs qui produisent en Chine. Donc, je vois pas comment on pourrait, pour la Smart #1, #3, arriver à avoir gain de cause. Et même si votre auditeur le fait bien de le préciser, même si en Chine, dans notre usine, on a une production décarbonée, donc usine zéro carbone certifiée, c'est une certification internationale grâce à l'électricité verte que nous produisons sur place via des panneaux photovoltaïques. Donc potentiellement, même de manière sûre, une production plus propre dans cette usine que dans d'autres usines en Europe. Concernant la relocalisation, on a aussi touché le sujet ensemble tout à l'heure. Toutes les options sont sur la table, mais j'ai pas d'informations à ce niveau-là. Décision, enfin, c'est quelque chose qui date du 15 décembre, cette perte du bonus, donc c'est encore très récent, mais donc on parle de beaucoup de choses. Tout est sur la table, mais pour l'instant, j'ai pas d'informations, de décisions à communiquer. Et concernant le jeu des remises, alors une fois de plus, heureusement que notre prix véhicule était plutôt très bien fait, ce qui nous permet de pas nous retrouver dépositionnés malgré la perte de ce bonus, et que le jeu des remises que nous avons en ce moment nous permet d'être très compétitif. Est-ce que on peut durer comme ça longtemps? On durera comme ça le temps qu'il faut. C'est de toute façon pas des bonnes nouvelles pour nos marges, et on n'a pas la capacité à subventionner, à remplacer le bonus pour une durée longue, mais le bonus n'a pas non plus probablement vocation à rester très longtemps. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est comme ça, grâce à ce positionnement prix initial bien fait, et à ces remises de 25 ans, nous pouvons rester très compétitifs. Voilà. Puis après, l'avenir nous dira comment évoluera le bonus en 2025 et 2026. Très bien. Allez, une autre question. Bonjour, petite question à Cyril de Smart. C'est Jean-Christophe d'Arcachon.
J'ai pu essayer une Smart #1 sur une longue distance récemment et j'ai utilisé le planificateur intégré à la Smart et il s'est avéré assez déficient. C'est-à-dire que le pourcentage donné d'arrivée à destination s'est avéré complètement faux et le trajet proposé n'était pas très pertinent. On a pu le voir aussi dans une vidéo sur une autre chaîne YouTube. Alors que c'est étonnant, le planificateur Mercedes, pour le coup, marche très très bien, a des bonnes estimations et plutôt très ergonomique. Sachant que vous avez quand même un lien avec Mercedes, je me demandais pourquoi il n'y avait pas de partage de cette technologie et pourquoi vous ne bénéficiez pas du travail qui avait été fait par Mercedes à ce niveau-là. Je trouve personnellement que le pourcentage à destination donné par le GPS, quand on indique une destination, savoir à combien on va arriver, c'est vraiment quelque chose qui est quasi obligatoire sur une voiture électrique pour faire disparaître toute anxiété d'autonomie et de recharge. Et quand le chiffre indiqué est faux, on n'a plus confiance en la voiture et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Je reconnais cette voix. C'est Jean-Christophe de la chaîne EV. Oui, j'avais reconnu la voix. Grand professionnel. Et il a raison. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de planificateur encore à date dans la Smart nouvelle génération. C'est quelque chose que nous avons, nous les marchés, en particulier Smart France, demandé, pour pas dire exiger auprès de nos actionnaires, de notre maison mère. Ils nous ont promis un planificateur qui sera via une mise à jour prochaine, pas la prochaine, mais mise à jour prochaine. Mais aujourd'hui, il n'y a clairement pas de planificateur. Enfin, c'est la raison pour laquelle Jean-Christophe s'étonne que le pourcentage à l'arrivée soit pas bon, puisque c'est pas un planificateur au sens où on voudrait, ou en tous les cas, on aimerait le voir, on devrait le voir dans une voiture électrique. Donc c'est dans un deuxième temps où on aura un planificateur intégré dans les smart nouvelle génération, ce qui explique la situation actuelle. Donc à venir dans une future mise à jour. Et c'est une excellente question. Ouais, et c'était aussi une excellente nouvelle. Ça veut dire que les smart nouvelle génération vont pouvoir recevoir des mises à jour over the air, c'est par Internet. Oui. D'accord. Complètement, oui, c'est déjà le cas. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de la fonction mirroring de Apple CarPlay Android Auto. Ouais. C'était pas le cas, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une question aux éditeurs lorsque on a lancé le véhicule en juin dernier. C'est lors d'une récente mise à jour, la dernière mise à jour qui a été faite il y a un mois, que l'intégration Apple CarPlay Android Auto a été rendue possible. Et on va utiliser toutes ces mises à jour à distance à l'avenir pour à la fois corriger les bugs quand il y en a, corriger les défauts et améliorer les fonctionnalités et créer de nouvelles fonctionnalités telles que ce planificateur à venir. Très bien. Alors, puisqu'on est avec Jean-Christophe, on reste avec lui parce qu'il avait une deuxième petite question pour vous, Cyril. Votre gamme est actuellement composée uniquement de SUV, même si ce sont des petits SUV, ça reste des SUV. Et il y a quand même une partie importante des utilisateurs de voitures électriques qui ont envie de migrer vers des berlines pour bénéficier d'un meilleur aérodynamisme et donc de meilleure consommation et d'autonomie accrue. Est-ce que dans votre plan, il y a une berline ou un break en préparation dans un futur plus ou moins proche? Merci. Non. Et sur des bonnes questions. Alors déjà, avant de répondre ou de ne pas répondre à la question de Jean-Christophe, déjà je voudrais casser un peu un mythe, si vous me permettez. Vous me dites, Eric, si je dépasse le sujet, mais le mot galvaudé de SUV. Aujourd'hui, les SUV, prenons le cas de Smart par exemple, hein, donc Smart #1, #3, SUV, SUV coupé, sont des véhicules qui font entre 1,55 m de hauteur pour l'H3 et 1,62 m pour l'H1. On est très très loin de la symbolique du SUV haut sur pattes. Du X5. Alors je cite même pas de marque, je veux dire la symbolique du SUV haut sur pattes, symbole d'arrogance, d'individualisme, enfin voilà, et de pollution. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on met derrière ce terme. Néanmoins,
Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a SUV et SUV. Et d'ailleurs, Christophe le laissait très bien sous-entendre. Typiquement la Smart Hashtag 3, j'invite vos auditeurs à aller voir des photos sur Internet ou passer en concession. On est entre un SUV coupé et un véhicule shooting brake. Enfin voilà, c'est clairement une parfaite mixte des deux. Sur la berline en tant que telle, aujourd'hui, je n'ai pas d'informations à donner à vous communiquer sur quelle direction va prendre la gamme. On s'interdit rien et la famille Smart probablement continuera de s'agrandir. Donc la berline, pourquoi pas, mais à date, je n'ai pas d'informations à donner, mais je comprends parfaitement la question, notamment en termes d'efficience. Je pense que grâce à l'électrique, les berlines reviendront sur le devant de la scène. J'ai connu une époque dans une autre marque, et c'est aussi, ça reboucle aussi avec le fait de dire ouais, les constructeurs font des SUV, donc vous ne donnez pas le choix aux clients que d'acheter des SUV. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que les clients achètent des SUV parce que ils y ont un intérêt, ils trouvent ça plus confortable, plus agréable, aussi plus sécurisant. Pour preuve, en tous les cas, de mon expérience dans une autre marque, je peux vous dire que j'avais à l'époque beaucoup de berlines à vendre, et malgré des remises importantes, on vendait pas nos berlines parce que les clients ne voulaient pas de berlines. Donc c'est pas une histoire de dire le constructeur vend ce qu'il veut, ce qu'il a envie de produire à ses clients. Non, les clients ils veulent acheter des SUV parce qu'ils y ont un intérêt. À l'époque, ils voulaient pas de berlines parce qu'ils voulaient plus de berlines et vous pouviez pas les forcer à acheter des berlines. Et demain, peut-être qu'ils voudront à nouveau des berlines parce qu'effectivement, dans un souci d'efficience, ça peut faire du sens, notamment sur les véhicules électriques. Donc pourquoi pas l'avenir pour Smart, mais je n'ai pas d'annonce à faire à Jean-Christophe aujourd'hui. Très bien. Alors j'ai une dernière question que je pose à tous mes auditeurs. Je suis pratiquement sûr de la réponse. Cyril, est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Ah, bien sûr. Et oui, en ce moment, je roule dans une Smart Hashtag One, Ouais. qui est noire, une Brabus. Voilà. Et depuis quelque temps déjà, donc oui, j'apprécie réellement le confort au quotidien, notamment sur les trajets du quotidien pour aller au travail, pour faire des trajets périurbains, on va dire, pas forcément intra-ville, mais en tous les cas, on va dire départementaux. C'est vraiment un vrai bonheur. Et même sur les trajets longs, j'ai aussi vu ma manière de me déplacer. Pas de planifier, parce qu'en réalité, je trouve que le réseau, contrairement à ce que peuvent imaginer certaines personnes, notamment ceux qui sont en parc au partiel électrique, le réseau de recharge, pardon, c'est tellement bien développé ces derniers temps que il y a beaucoup moins besoin de planifier qu'il y a quelques mois, on va dire qu'il y a un an, parce qu'il y a de plus en plus de bornes de recharge, notamment sur l'autoroute, où vous retrouvez des superchargeurs partout. Par contre, ben voilà, je m'arrête plus qu'avant, et avec grand plaisir pour moi et pour la famille aussi. Je dois admettre que je crois que tout le monde a trouvé en qualité en confort et en qualité de voyage. Voilà, mais c'est un vrai plaisir au quotidien, ouais, sincèrement. C'est vrai que c'est une tendance aujourd'hui, on a d'ailleurs eu l'occasion d'en parler déjà dans le podcast, c'est de se dire que finalement les planificateurs sont peut-être pas là pour durer très longtemps, parce qu'aujourd'hui on se déplace, on commence à pouvoir se déplacer avec une électrique presque de la même façon qu'avec une thermique, sans avoir forcément à tout préparer, simplement s'arrêter quand on a besoin de recharger, vu la densification du réseau. Et c'est totalement vrai. La dernière fois, je me suis fait la remarque, c'est que je suis allé dans l'Est, sur l'autoroute de l'Est. J'étais agréablement surpris de voir que, je sais pas, peut-être une station sur deux, pour pas dire toutes les stations, il y avait des superchargeurs. Donc je ne touchais pas à mon planificateur parce que j'ai pas besoin. En fait, je m'arrêtais. Au pire, si ces stations-là n'étaient pas fournies, j'allais à la prochaine qui était 30 km, 30-40 km plus loin, et il y avait forcément ce qu'il fallait. Donc ouais, c'est une très bonne nouvelle, et ça, c'est aussi un facteur anxiogène en moins pour ceux pour lesquels c'était source d'anxiété de passer à l'électrique. Donc je vous encourage réellement à sauter le pas. Très bien, merci beaucoup Cyril Bravard. Je rappelle que vous êtes PDG de Smart Automobile France. Merci beaucoup pour cet entretien.
Merci Eric. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!